De retour dans le Focus, place maintenant au jeudi anthropologie avec Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et ce soir on va parler de science donc. Totalement. Ce soir on va parler de science et de spiritualité africaine parce que c'est quand même, je dirais, l'occasion est importante de pouvoir aborder un petit peu notre façon de voir les choses et puis les textes, et puis l'analyse aussi des textes. Alors il faut savoir que de la même façon qu'il y a la problématique donc des mathématiques fractales, il y a une problématique liée à la perception réelle de ce que c'est que la spiritualité africaine. Parce que, en fait, c'est très tardivement que les Occidentaux ont accédé à certaines connaissances. Et donc, du coup, les choses qui étaient dites dans les traditions initiatiques et au niveau des confréries africaines n'étaient pas comprises, donc ont été jugées comme de la pensée primitive et de la pensée, je dirais, un peu fantaisiste. Aujourd'hui, qu'on arrive à une perception de la science, on se rend compte que ce qui a été dit était vraiment très fondé. Et maintenant, bon, c'est un peu le silence total, puisqu'on ne sait plus comment traiter ces informations, puisque c'est un territoire, je dirais, un peu chasse privée gardée de l'Occident. Et la chose, c'est que l'Afrique a dit et a affirmé des choses bien avant que les Occidentaux et les scientifiques ne parlent. Et c'est de ça que je voulais qu'on aborde à propos du vide. Le vide. Il faut savoir que jusqu'à présent, la physique classique avait considéré qu'un objet pouvait être vide. Bon. Mais la physique moderne, c'est-à-dire dite quantique, découvre qu'en fait, le vide n'est pas vide. Et ça a été une grande révolution des années 60, parce qu'il a fallu accéder au fait que le vide n'existe pas. Alors si on peut regarder justement le premier document, parce que ça peut être intéressant de pouvoir faire l'entrée en matière avec ce document. Très bien. La première fois que vraiment les hommes se sont posé la question du vide, c'est à propos des atomes. Pourquoi? Parce que si vous parlez d'atomes, ça veut dire que vous imaginez des petits grains de matière, on ne sait pas trop comment ils sont faits, c'est à l'époque des Grecs, ça remonte à l'Antiquité grecque, tout ça. Des petits grains de matière qui se déplacent. Mais vous voyez que s'ils se déplacent, il faut bien qu'ils se déplacent dans quelque chose. Autrement dit, poser l'existence des atomes, c'est ipso facto poser l'existence du vide. Alors ça, c'est une chose qui a heurté Aristote, par exemple. Aristote, on lui prête l'aphorisme « La nature a horreur du vide ». Je ne sais pas s'il l'a réellement écrit ou prononcé, peu importe. Mais en tout cas, Aristote était opposé à cette idée. Plus près de nous, Leibniz, par exemple, était complètement opposé à ça. Pour lui, le vide, c'était une espèce de fluide. Un petit peu, c'est un peu comme une anticipation de l'éther qu'on a imaginé à la fin, jusqu'à la fin du 19e siècle environ, pour essayer de comprendre comment la lumière se propageait. Justement, il fallait un support matériel pour que la lumière se propage. Bon, peu à peu, les choses se sont mises en place. L'existence de l'atome a été avérée. C'est essentiellement Dalton, la chimie au début du 19e. Après, il y a eu Maxwell, la théorie cinétique des gaz. Ensuite, il y a eu, évidemment, Boltzmann, essentiellement, le fondateur de la mécanique statistique. Donc, à l'orée du XXe siècle, en quelque sorte, l'atome est acquis. L'existence de l'atome est acquise, sauf par quelques irréductibles, mais qui ont rendu les armes assez rapidement. Et donc, là, vous voyez, à partir du moment où on dispose de la notion d'atome, on sait que l'atome existe, on a envie de se dire, bon, le vide, c'est quand il n'y a pas d'atome. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois qu'on a avéré l'existence de l'atome, les physiciens se sont dit, mais à quoi ça ressemble l'atome? Donc ils ont fait des manips, ils ont fait des expériences. Il y a une série d'expériences absolument cruciales qui sont les expériences de Rutherford vers 1910, un petit peu après. Et Rutherford a montré que l'atome était en fait plein de vide. C'est-à-dire qu'en fait, l'atome, c'est essentiellement, c'est Jean Perrin qui a utilisé l'image la première fois d'un système solaire en miniature, avec au centre un noyau extrêmement petit, et autour des électrons qui gravitent comme les planètes gravitent autour du Soleil. Gravité étant à prendre au sens large du terme, évidemment. Autrement dit, cette idée du vide qui est nécessaire pour que l'atome existe, puisque l'atome doit bien se déplacer quelque part, cette notion de vide, on la retrouve au sein même de l'atome. C'est assez extraordinaire. Alors vous voyez que là, donc, on dispose de quelque chose pour dire, par exemple, le vide, c'est l'absence de matière.
Alors ça, on sait très bien que ça correspond à une première définition qu'on a pu croire définitive. Quand on imagine un gaz qui est enfermé dans un récipient, on sait bien que le gaz exerce une certaine pression sur les parois, et que par ailleurs, si on arrive à pomper les atomes les uns après les autres, en allant jusqu'au bout, on sait bien qu'il n'y aura plus rien dans le récipient, la pression deviendra nulle. Bon, là, on avait donc une définition qu'on croyait définitive de la notion de vide. Le vide, c'est l'absence de matière. D'accord ? Alors, en réalité, évidemment, en physique, vous savez, l'histoire n'est jamais terminée, et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une notion très importante qui a été introduite par Maxwell au milieu du 19e, c'est l'unification de l'électricité du magnétisme. Maxwell a inventé la notion de champ, et en la circonstance, c'est le champ électromagnétique dont je voudrais parler un tout petit peu. Quand on parle de vide, il n'y a pas de matière, il y a un contre-exemple immédiat qui est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Vous prenez un four qui a une certaine température, il n'y a pas d'atomes à l'intérieur, il n'y a pas de molécules, il n'y a rien, il n'y a pas de matière à proprement parler. Et vous dites, bon, le four est vide. Et en fait, quand on regarde, on voit que le four n'est pas vide. Le four contient du rayonnement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique, et par ailleurs, le rayonnement en question, c'est bien un système physique au sens où l'entend le physicien, parce on sait calculer son énergie, son impulsion, on sait lui attribuer des caractéristiques qui l'élisent en quelque sorte en tant que système physique digne d'intérêt. Alors c'est intéressant parce que ça permet de voir en fait la complexité de la chose. Alors si on peut mettre justement l'image suivante, parce que ça nous permettra justement, vous voyez, donc voilà, c'est-à-dire que dans les magazines scientifiques, dans le domaine scientifique, on vous dit que si la physique classique admettait la notion de vide, la physique quantique donc a remis en question. Et une fois que ça a été remis en question, on en arrive en fait à la notion de cosmologie, apparition de l'univers. L'univers a émergé du néant, c'est-à-dire d'un vide dans lequel il y a eu une fluctuation initiale. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit que la physique moderne suggère la possibilité que l'univers pourrait avoir émergé du néant. L'idée principale est que notre univers pourrait n'être qu'une fantastique fluctuation quantique possédant une énergie virtuelle, quasiment nulle, d'accord, donc proche du zéro, dont la durée de vie devient gigantesque, pour ne pas dire éternelle. C'est possible parce qu'il y a déjà des énergies positives et négatives. Alors, si on peut regarder le document suivant, parce que j'avais reçu sur une radio à Yes, donc Boc-Basson, on avait eu l'occasion d'aborder cela, je lui avais lu le texte. Si on peut regarder le document, parce que c'est assez intéressant. Bambara, tout simplement pour montrer comment nos ancêtres ont expliqué la genèse justement des choses. Et quel est le lien avec la dimension scientifique. C'est-à-dire que ce texte de Bambara, rapporté par Bateba, il faut quand même le souligner, il dit au début, il n'y avait rien, sinon un être. Cet être étant un vide vivant, couvrant potentiellement les existences contingentes. Le temps infini était la demeure de cet être un. L'être un se donna le nom de Mahmudala. Il créa Fan, un œuf merveilleux, comportant 9 divisions, et il y introduisit les 9 états fondamentaux de l'existence. Quand cet œuf primordial vient à éclore, il donna naissance à 20 êtres fabuleux qui constituèrent la totalité de l'univers. On voit que l'idée que l'œuf primordial va éclore, il s'agit du Big Bang. Mais commençons par le début, le vide vivant. Il y a moins de 50 ans, tout au plus 100 ans, que l'Occident a entrevu le vide vivant. Parce que dans l'histoire de l'Occident scientifique, le vide est vide. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une perception du vide étant vide. Vide, c'est-à-dire dépourvu de toute trace. J'allais dire de vibration et d'autres. Vous comprenez? Il y a 5000 ans, la pensée égyptienne a parlé du nombre des vibrations primordiales. Et la science de nos jours connaît il y a moins de 50 ans que le vide est vivant. Il faut savoir que la graphie du monde montre justement ces vibrations. C'est important. Vous voyez, 50 000 ans d'avance sur la pensée de notre temps. La physique quantique a 50 000 ans de retard sur ce que nos ancêtres. Mais mon très cher, comment nos ancêtres ont fait pour voir la notion du Big Bang? Parce qu'ils étaient, attention, personne n'a vu le Big Bang.
le Big Bang remonte à ce qu'on appelle la théorie de Planck. Oui, mais comment ils ont fait pour comprendre que c'est C'est les mathématiques. Non, ce sont les mathématiques. C'est devant les abstractions mathématiques et face aux impasses qu'on décide ce genre de choses. Le Big Bang, c'est pas hier. Nous remontons à des milliards d'années. C'est-à-dire que par les abstractions mathématiques, nos ancêtres ont pu faire une équation scientifique qui s'est avérée juste avec tous les satellites envoyés dans l'espace aujourd'hui. Mais c'est ça qui est Sans se tromper. Vous ne pouvez pas voir les vibrations cosmiques avec les yeux. Or, toute logique qui aboutit aux vibrations cosmiques n'est que mathématique. C'est l'abstraction mathématique qui vous conduit à une impasse théorique qui vous permet de dire qu'il y a des vibrations. C'est cela la théorie des cordes. Dans l'actuelle physique la plus pointue de notre temps, qu'on appelle la théorie des cordes, qui explique que l'univers est faute de cordes et de boucles, d'ailleurs on dit gravitation quantique à boucle, vient de ce que l'abstraction mathématique y aboutit. Ce n'est pas la réflexion de l'homme en tant qu'intuition. Ce sont les règles mathématiques les plus abstraites qui y aboutissent. Mon très cher, nous sommes là à une frontière. La science de l'Occident a commencé par l'analyse du fonctionnement de la matière. Là, vous êtes en train de dire que la science en Afrique a commencé par l'analyse du fonctionnement de l'antimatière. Mais les deux, la science commence en Occident par un constat sur la matière. Or, nos ancêtres disent qu'il y a une loi de cause à effet. C'est-à-dire la matière est un effet d'une cause qui l'a précédée. Et c'est à partir de là qu'ils vont remonter à l'étude de l'antimatière. la science, c'est d'abord l'intuition. L'intuition est dans l'abstraction logique et mathématique, vient consolider l'intuition. Et l'intuition, en revanche, nourrit la nouvelle abstraction mathématique. C'est dialectique. Si vous n'avez pas l'intuition du départ, vous ne trouvez pas. C'est la raison pour laquelle on vous dit que certains savants, c'est en dormant qu'ils trouvent les solutions, parce qu'il y a un rapport immédiat entre leurs rêves et les solutions trouvées. Nous sommes dans l'immatériel, dans le monde invisible. Parce que si vous êtes capable de, par un rêve, de trouver une solution adéquate, ça veut dire que c'est l'immatériel qui opère. Donc, il y a l'intuition qui vous porte à trouver des solutions justes et à les mettre en forme mathématique, tout comme la forme mathématique renvoie à l'intuition et en consolide les effets. La pensée africaine, très tôt née sur la latitude de l'équateur, a posé les bases des intuitions qui ont abouti à des abstractions logiques et mathématiques. Du coup, nos ancêtres ont tenu très tôt les moyens par lesquels l'abstraction mathématique pouvait arriver aux fins de la connaissance, la plus pointue, laquelle connaissance est aujourd'hui dévoilée dans la physique quantique. Voilà, donc, et nous sommes en théologie africaine. Nous parlons de textes sacrés africains. Alors, si on peut voir l'image suivante, parce que c'est vrai que on est un peu pris de court par le temps, mais voilà, vous voyez ici, là, donc que ce soit, donc on est au Mali, il y a une tradition Bambara, Guéno, donc la chose elle est intéressante au niveau du Mandé et autres. Quand vous prenez le texte, parce que là nous sommes dans notre Genèse, hein, avant la création du monde, avant le commencement de toute chose, il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant sans nom et sans limite, mais c'était un vide vivant couvrant potentiellement en lui la somme de toutes les existences possibles, le temps infini. Parce que quand on parle d'une énergie quasi nulle, donc n'ayant pas de limite temporelle, le texte dit le temps infini intemporel. Je vous ai montré le discours scientifique, je vous montre le texte. D'accord ? Était la demeure de cet être un. L'être un s'appelait Guéno, l'éternel. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici ? Et je vais poursuivre le texte maintenant dans la tradition Bambara. Au début, il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant, couvrant potentiellement toute l'existence contingente. D'accord ? Et la chose qui est ici particulière, si on peut revoir le document parce que c'est important, voilà ici, cette lettre 1 se donna le nom de Maham-Gala, un vide vivant. Il fut la source de la première vibration cosmique qui fut émise dans le néant de l'espace. Et ça, c'est le texte initiatique de Bambara. Donc, vous voyez à côté le texte égyptien. Je suis l'éternel, je suis ressorti du Noun. Il faut comprendre
que lorsque nos ancêtres ont abordé la notion de Dieu sous le nom de l'Éternel, ils parlaient d'une fluctuation quantique dont l'énergie était quasi nulle. Et pourquoi il y a eu cette fluctuation? Parce que les énergies positives et négatives existaient déjà, donc créant de fait le champ énergétique. C'était pas un bonhomme barbu. C'est-à-dire que j'essaie de vous montrer à quel niveau se situe la pensée théosophique africaine. D'accord? Si on peut voir le document suivant, parce que ça peut être intéressant. Alors, regardez, le texte dit « ma » signifie la cause. Donc là, on bascule en théologie. D'accord? On est dans la théologie. Ma signifie la cause, on y ajoute Ngala qui a le sens de première d'initiale. Donc l'union de Ma Ngala signifie la cause première, la cause initiale, la métacause à l'origine de toutes les causes. Ainsi, le créateur est la cause initiale de toutes les autres causes, mais aussi ce qui a tout précédé. À l'issue de la naissance de l'univers, Ma Ngala, Dieu, est à la fois mâle et femelle, donc le plus et le moins. Donc à la fois elle-même et lui-même, soit androgyne pour nos ancêtres, pour créer la fluctuation énergétique. Ma Ngala est aussi à la fois unique, parcelle et totalité de tout ce qui existe, puisqu'il est la vibration initiale qui a engendré toutes les autres formes de vibration à différentes intensités. Puisqu'il est la cause de toutes les causes, tout ne peut venir que d'elle lui, d'accord? Et si tout ne peut venir que d'elle lui, donc c'est qu'il est effectivement d'elle lui, ben tout n'est que elle lui, d'accord? Ce qui importe, la forme, la taille, la nature, la chose, c'est ce que nous disons que Dieu est la totalité de sa création, puisque c'est lui qui anime sa création dans la totalité. Donc, le chantre du Komo dit Mangala, 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 qui est Mangala, où est Mangala? Le chantre du Komo répondit Mangala, c'est la force infinie. Nul ne peut le situer dans le temps ni dans l'espace. Il est Dombali, c'est-à-dire inconnaissable. Il est Dumbali, c'est-à-dire incréé, infini. À quel moment le texte théologique africain a pris à défaut la science? Bon, est-ce que le constat n'est pas que finalement, l'Africain, on connaît plus sur Dieu et la création du monde que n'importe quel autre texte théologique que vous prendrez? La chose, c'est pourquoi on fait un procès en disant que nous racontons des inepties, alors que quand nous allons voir nos textes et nous mettons à côté ce qui est de l'ordre des lois de la physique et de la métaphysique et de l'astrophysique, à aucun moment nos textes ne sont pris à défaut. Et Dieu ne nous aurait pas parlé. C'est bizarre. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire c'est celui à qui Dieu n'a pas parlé, qui connaît tout de la dimension matière, antimatière de la création de l'univers, et ceux à qui Dieu a parlé, ils ne connaissent rien. Ils racontent que des inepties. D'accord? Et ça, beaucoup de scientifiques l'admettent, le reconnaissent, c'est même pas, je dirais, un scoop. Donc, si on peut voir le document suivant. D'accord. Voyez cette image-là, elle sort de nos textes sacrés. D'accord? Ok. Maintenant, il y a une chose qui est très étrange, c'est que la dimension cosmique de l'univers est perçue comme une force féminine, mais de polarité plus. Et la dimension tellurique, c'est-à-dire la dimension de la Terre, qui est l'homme couché par terre, Geb, d'accord, est perçue comme une polarité négative. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange? C'est que si vous mettez cet homme debout à côté de sa femme, eh bien, il arrive à la taille de sa femme. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui cache cette différence de taille? Si on peut revenir sur le document précédent, parce que la force cosmique représente 70% du tout et la force tellurique représente 30%. D'accord, donc dans les proportions, la femme... Donc ça veut dire que dans le papyrus, cette proportion-là était déjà connue. D'accord? Mais c'est pas tout. Comme l'homme, d'accord, est une créature électromagnétique, et vous l'avez vu avec Padablus, qui a parlé des cristaux, des vibrations des cristaux, il s'avère que la polarité recrée l'équilibre lorsque vous avez le plus et le moins, parce que vous pouvez avoir un individu qui sort du champ du contrôle de son énergie, vous lui remettez des principes de polarité, et ces principes de polarité, déjà à la base, c'est le fait de marcher pieds nus sur la terre avec le soleil sur la tête. Parce que vous comprenez pourquoi nos membranes sous les pieds sont blanches et nos membranes sur les mains sont blanches. Parce que ce sont les capteurs cosmotelluriques de l'énergie de Gebenut. Donc vous voyez que c'est très étrange. Si vous êtes dans le divertissement, vous allez dire oui, mais il représentait le ciel comme une femme, machin. Mais si vous êtes dans la science, vous allez bien voir qu'en fait le document, il est à la fois scientifique et théologique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les cellules que nous avons, d'accord, le noyau est de polarité positive. Et la membrane du cycloplasme est de polarité négative. Donc, lorsqu'on est activé en plus et en moins, eh ben, il y a une charge électromagnétique qui se fait au niveau des cellules. Et c'est pour ça que les médecins, notamment sur Paris, ont demandé aux gens de marcher pieds nus dans les parcs.
Parce qu'ils avaient beau prendre des médicaments, le truc ne fonctionnait pas. Parce que la charge électromagnétique de l'individu était trop faible pour mettre en action le principe de guérison. Qu'est-ce que Madame Luce vous a dit? On active la charge énergétique et ça active le principe de guérison. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Bon. Donc, si on peut voir le document suivant, parce que le document suivant nous permet maintenant de basculer directement dans la quantique pour comprendre pourquoi dans nos textes, Dieu dit « Je suis partout à la fois ». C'est le à la fois qui est extrêmement problématique. Et la deuxième chose, pourquoi la théologie africaine dit que la notion de repos du Créateur, c'est pas possible? Est-ce qu'on peut voir l'omniprésence du Créateur? Alors, le vide quantique, c'est une notion qui a révolutionné en fait la physique, comme la mécanique quantique l'a fait au début du XXe siècle. J'allais dire, tout ça, c'est un peu la faute à Heisenberg. Alors que ce que vous dit ce principe, si on veut l'énoncer de façon élémentaire, c'est il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule. Ce qui veut dire qu'en gros, qu'il n'y a plus de trajectoire, parce que la trajectoire, c'est quoi? C'est se donner à tout instant un point, là où est la particule, et puis une tangente, c'est-à-dire en fait ce qui donne la vitesse de la particule. Donc Heisenberg vous dit, il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse. Si vous croyez Feynman vous dit, tout ce qui n'est pas susceptible d'une vérification expérimentale ne doit pas appartenir à la théorie. En conséquence, la conclusion, c'est que la théorie quantique ne contient pas la notion de trajectoire. Alors ça, c'est une révolution conceptuelle, c'est une première chose. Alors une deuxième chose concernant le vide, dire qu'on ne peut pas mesurer, ou dire plutôt qu'une particule donnée n'a pas à tout instant une position et une vitesse, ça veut dire qu'elle ne peut pas être au repos. Parce que si elle était au repos, elle serait immobile et elle aurait une vitesse nulle. Et donc, vous voyez que la vitesse et la position seraient simultanément déterminées. Ça, la théorie quantique, ou Heisenberg, vous dit non, ça c'est impossible. Alors, le vide quantique, c'est, si je prends un système extrêmement simple, non plus une particule, mais imaginez un oscillateur. Quelque chose qui oscille autour d'une position d'équilibre. Alors classiquement, la position, l'énergie la plus basse, c'est justement la position, l'état où la particule est au repos à son point d'équilibre. Ça, la théorie quantique vous dit que c'est impossible. Donc il y a quand même un état de plus basse énergie qu'on appelle l'état fondamental, mais cet état fondamental est caractérisé par des fluctuations au sens statistique du terme et est associé à une énergie qui n'est pas égale à zéro. Autrement dit, votre particule, elle a une part d'énergie cinétique et une part d'énergie potentielle. À nouveau, si l'une était déterminée, l'autre ne le serait pas du tout, et inversement. Donc, ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le vide quantique? C'est précisément l'état où la particule quantique est dans son état le plus bas. La particule quantique, donc, elle a un spectre d'énergie, elle a des états d'énergie possibles, et ça c'est la révolution quantique, ces états ne forment pas un continuum, mais ils sont séparés par un quantum d'énergie qui est indivisible. C'est-à-dire que vous avez l'état fondamental, et dans le cas de l'oscillateur, il y a un état fondamental, un premier état excité, un deuxième état excité, etc. D'ailleurs, tous ces états sont équidistants pour un oscillateur. Et donc, quand il est dans l'état fondamental, il n'y a pas d'excitation. Professeur. Voilà. Alors, voyez-vous, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que nos textes disent « J'étais somnolent dans le Noun ». J'étais somnolent dans le Noun. C'est de cet état-là dont il parle. Vous comprenez ce que je dis par là? C'est-à-dire que le texte sacré africain, je mets au défi n'importe quel physicien, astrophysicien, de le mettre à défaut. Parce qu'on a dit que c'est des êtres primitifs et des demi-sauvages qui ont écrit ça. Maintenant, on s'assied sur la table de la plus grande science avancée, on discute. N'était-ce pas ce dont nous parlions depuis le début? Ces textes sacrés parlant de Dieu, pourquoi ils restent cachés? Parce que ce sont les plus fondamentaux, les plus honnêtes, et ceux qui révèlent en fait à qui Dieu a vraiment parlé. Donc au-delà de la théologie, c'est vraiment de la science. Vous voyez bien que la possibilité de faire la terre le premier jour et que la lumière fut alors que le soleil arrive le quatrième jour, ça c'est le cercle Zavata. Il faut être sérieux. Même si on parle de Fiat Lux et compagnie, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. D'accord? Parce que toute luminosité précède de l'énergie, une focalisation d'énergie, et tout simplement une manifestation de cette énergie sous la forme de lumière. Mais il faut des prérequis, il faut des conditions énergétiques et scientifiques pour qu'une telle chose arrive.
c'est pas je claque dans les doigts et ça arrive. On n'est pas avec Gérard Ajax. Ou Thanos. Totalement. C'est n'importe Donc, quoi. qui fait que, regardons par exemple, si on peut voir le document suivant. On peut y aller, Yann, ou pas? Le document suivant est intéressant. Non, mais c'est très court parce que on va voir justement des choses précises. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle, plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Le professeur Lawrence Strauss a consacré sa carrière à l'étude de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Si nous voulons donner un sens à la place que nous occupons dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. Voilà. Vous avez encore un fondement de la théologie africaine. Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes là, vous êtes obligé de savoir pourquoi une fluctuation énergétique capable d'engendrer une force transcendante qui s'est d'abord appelée Dieu a décidé un jour de passer à l'action en créant. D'où la modification du nom en devenant Képri, puisque ça marque son entrée dans l'histoire, c'est-à-dire un Dieu créateur. Parce qu'il aurait pu rester Dieu. Mais il a décidé de créer. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un moteur de décision. Si on peut voir le texte des Yo dans le Mvet, regardez ce que dit le texte théosophique de Yo dans le Mvet. Au commencement, Eyo, Dieu, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui n'était que néant. Il n'y avait pas de temps, tam. Il n'y avait pas d'espace, lamé, ni de matière, megnoum. Il était hors de tam, hors de lamé, hors de megnoum. C'est exactement ce que le document scientifique vient de dire. Tout se réduisait à lui. Il prit la couleur or et la couleur cuivre, les mélangea malaxa, il fit une boule semblable à un œuf. Il appela Akinos Eyo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence, l'enferma dans l'œuf primordial, il appelait Akinos Eyo et lui dit, sors de la partie pour rien, mais je ne peux pas lui dire mal l'intelligence. Alors Eyo dit à Nieman, je t'envoie la volonté avant la puissance Enyaningba. Appuie-toi sur eux pour sortir. Niema se satura alors de volonté. Siridia de puissance s'échauffa au feu rouge, d'accord, aveuglant au blanc incandescent, n'y pouvant plus, Akinos explosa. Ce fut la première explosion. Le Big Bang. C'est exactement. Alors, quand on vous présente monsieur le scientifique, qui vient nous raconter des histoires qu'on connaît, nous les Africains, depuis des millénaires, il y a de quoi rigoler. Vous voyez, la seule raison pour laquelle toute cette farce et attrape fonctionne, c'est parce qu'on nous a caché nos textes. Tout simplement. C'est parce qu'on nous a caché notre tradition et parce que nous ne savons pas parler de notre culture. Parce que si on savait parler de notre culture, on aurait compris pourquoi Dieu s'est appelé l'Éternel. C'est pas parce qu'il est monté au sommet d'une montagne, c'est parce que la fluctuation quantique, elle était quasi nulle, mais il y avait les forces plus moins. Et c'est ça la notion de la création d'Adam et Ève. C'est pas Adam et Ève en tant que deux pères, c'est deux forces, d'accord, le plus et le moins, capables par jonction de créer véritablement l'énergie qui va métamorphoser et transposer tout le reste, tout ce qui va arriver par la suite. Donc toutes les formes de vie. Et c'est ça qu'on a essayé d'expliquer, mais vous voyez que c'est complexe. Et donc il a fallu simplifier le discours en faisant des allégories. Mais c'est dans les allégories que des éleveurs de brebis sont arrivés et ont commencé à raconter aux gens des histoires de murs debout. Et finalement, tout le monde est parti dans ces histoires-là, mais a oublié le débat scientifique. L'Afrique, elle, attend tout le monde sur le terrain de la science. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce nouveau cours. Et on poursuivra donc sur l'anthropologie noire la semaine prochaine. Merci encore pour tout ce que vous nous apprenez tous les jeudis.